Je sais que vous êtes venus pour plein d'autres choses en Alsace, mais je sais que parmi vous, nombreux sont ceux qui se sont dit pas question de quitter l'Alsace, a fortiori Egisheim, sans avoir suivi le veilleur pendant quelques minutes, quelques heures, pourquoi pas. Voilà pourquoi je peux vous accueillir ici. Le veilleur de nuit, comme on l'appelle ici, le Nachtwächter. Le Nachtwächter fait partie du patrimoine alsacien. Ben oui, ça remonte au 8e siècle. Au 8e siècle, ici, eh bien, il y a un seigneur qui s'installe. Il s'appelle Eguenot. Et alors, l'évolution étymologique nous renseigne Eguenot, Egenisheim, Egisheim. Pourquoi? Parce que Heim, c'est le foyer, le lieu de vie, hein, la résidence, le logis. Ça a donné en allemand Heimat, la patrie. Donc, Egenisheim, c'est le foyer, le lieu de vie du seigneur Eguenot. Et c'est comme ça partout, Winsenheim, Wettolsheim, Ingersheim, Turkheim. Alors au 8e siècle, ici, ça ne ressemble pas du tout à ça, le château. C'est un château à motte, une motte castrale. En cas d'attaque, eh bien, les paysans se réfugiaient derrière la palissade, on attendait que ça passe. L'ennui avec la palissade en bois et la tour en bois, ça brûle. Hein, ça brûle, comme on dit en Alsace. Hein. Alors, il faut attendre l'an 1000 pour que les seigneurs locaux investissent dans la pierre et construisent en dur. C'est là que le château d'Egisheim prend cette forme caractéristique avec cette enceinte octogonale. Et il va se passer un événement majeur au tournant de l'an 1000, en 1002 exactement. Il y a un personnage très important qui voit le jour, ici même, à Egisheim, ce petit bébé là qui est dans les bras de la comtesse Helvig. À côté, il y a le comte Hugues IV du Nordgau, hein, qui est très fier. On le surnomme le comte d'Egisheim, parce qu'il aime bien venir ici, même s'il vient du nord, plutôt de l'Alsace. Bon. Eh bien, ils sont fiers comme tout, et ce petit bébé, il n'est pas encore pape, évidemment. Il travaille bien à l'école, parce qu'à l'âge de 28 ans, le voilà évêque de Toul. Et puis, en 1048, voilà qu'il est élu, avec l'aide de l'empereur, il est élu pape. Oui, l'aide de l'empereur, parce qu'ici, nous ne sommes pas en France, au XIe siècle. Ici, nous sommes au cœur du Saint-Empire romain germanique. Il nous regarde, il vous regarde, le voilà, le pape Léon. Oui, parce que c'est là qu'il change de nom. Il dit Bruno, ça va pas pour un pape. Je vais m'appeler Léon. Léon IX. Léon IX, seul pape alsacien de l'histoire. Nous en sommes tous très fiers ici. C'est bien simple, la moitié des hommes d'Egisheim se prénomment Léon. En 1053, le pape Léon est devenu Saint Léon. C'est lui que vous avez au sommet de la colonne, à votre droite. La fontaine Saint-Léon, avec la colonne et avec Léon représenté bien en saint. Et l'aventure, c'est pas ici sur la place du village qu'on va la vivre, c'est dans le rempart. Alors, si vous vous en sentez le courage, je vous emmène tous autant que vous êtes, eh bien, dans le rempart sud. Et je vais vous y montrer quelques détails intéressants de l'histoire de notre cité. Vous êtes partants? Oui. Allez, on y va. Allez, c'est parti. En avant, attention, je vais fendre la foule, tel Moïse fendant les eaux. Voilà, attention. Et comme il est écrit quelque part, les premiers seront les derniers. Attention, attention. Chaud devant. Chaud, chaud, chaud. Bonsoir tout le monde, attention, on arrive et on est très nombreux. Ici, c'est le rempart. Egisheim obtient au XIIIe siècle le titre de ville. Là, à votre gauche, vous imaginez une grande muraille de presque 10 mètres de haut. C'est le mur d'enceinte extérieure. À votre droite, même topo, un grand mur de presque 10 mètres de haut. C'est le mur d'enceinte. Voilà. J'adore cette spontanéité. Mais oui, voilà. Donc, exactement, nous avons les deux murs ici. C'est pour ça que c'est un double rempart. Alors, il faut attendre le XVIe siècle, le XVIIe siècle, pour que l'époque se pacifie. Enfin, très relativement, parce qu'il y a quand même la guerre de 30 ans. Donc, au XVIe, XVIIe siècle, la population augmente et les Égyptiens décident de faire construire, ici dans le rempart. Alors, voilà comment les Égyptiens décident eh bien, de construire ici, dans le rempart. Ils vont adosser leur maison au mur d'enceinte. C'est pratique, c'est économique, surtout parce qu'il y a déjà un mur de construit. Eh ben oui. Et puis comme les maisons sont collées les unes aux autres, on partage les frais. Et de l'autre côté, même chose. Vous les reconnaissez, ces maisons d'habitation, elles sont reconnaissables au colombage, on va en parler dans un instant, et puis à ces grandes ouvertures, là vous voyez là, ces grandes portes-fenêtres, ce sont autant de vitrines, puisque c'est ici qu'on vient chercher eh bien, les artisans, les commerçants. Au beau jour, ils ouvrent ça en grand.
Il y a même un petit comptoir qui donne sur la rue. On peut toucher les étoffes, commander à manger une pièce de cuir, des chaussures, que sais-je. Bon, voilà. Et puis alors, évidemment, là, il y a des inscriptions. Là, hein. Alors vous me questionnez, vous m'interrogez toujours sur ces inscriptions. Les épigraphes. Nous allons voir ça dans quelques minutes. Alors, on n'a pas besoin d'un boulevard, d'une avenue. Voilà pourquoi les Aiguissiens, eh bien, comblent ici ce fossé avec des pavés et ils construisent ces bâtiments comme celui qui est derrière moi. Tiens, c'est quoi d'ailleurs ce qui est derrière moi là? C'est quoi? Bravo! Ah, je suis très touché car il y a là une dame qui me dit tout à fait spontanément, c'est le pigeonnier. Exactement. Eh oui, c'est le pigeonnier le plus célèbre d'Alsace. Que dis-je? C'est le pigeonnier le plus célèbre de France. Hein, vous l'avez tous vu au moins une fois, même avant de venir ici. Quand vous achetez un guide sur l'Alsace, une fois sur deux sur la couverture, qu'est-ce qu'il y a? Le pigeonnier d'Eguisheim. Pendant des décennies, dans toutes les gares de France, il y avait des photos qui représentaient toutes les régions. Eh bien, que croyez-vous qui représentait l'Alsace? Le pigeonnier d'Eguisheim, exactement. Dans le prolongement de ce pigeonnier, toute une série de bâtiments de moindre facture à usage agricole. C'est là qu'on met à l'abri les animaux, les semences, les outils, etc. Alors vous allez me dire, mais oui, alors pourquoi il y a deux allées parallèles? Alors ici, à droite, si vous regardez bien, le pavé s'arrête au bout de 2-3 mètres. Ensuite, c'est de la terre battue. C'est ce qu'on appelle chez nous l'Olment. L'Olment, ça veut dire ce qui appartient à tous, la partie commune. C'est là qu'on laisse déambuler les animaux et les enfants, c'est pareil. Hein, bon. Oui. C'est là qu'on jette les eaux usées, qu'on met le purin, le fumier, etc. Voilà. Donc, le préfet nous a demandé de faire un effort, de nettoyer un peu tout ça. Parce qu'ils ont dit, oui, il y a des touristes qui viennent, il faut faire un peu, voilà, il faut nettoyer. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Mais si vous vous aventurez dans l'Olment, vous n'êtes jamais à l'abri d'une petite surprise. Mais il paraît que ça porte bonheur. Ça dépend du pied avec lequel on marche. Non, rassurez-vous, moi, je vais vous emmener dans la partie civilisée du rempart, la partie pavée. Et je tiens à rassurer les plus fatigués d'entre vous, ou les plus feignasses, c'est la seule montée. Hein. Après, c'est du plat et de la descente. Vous êtes prêts? Oui. On y va, hop là. Écoutez, écoutez, vous allez comprendre. Écoutez. Chut, chut, chut. Vous entendez la qualité de ce silence? Hein? Il y en a qui dorment dans Eguisheim Intramuros? Je peux vous dire qu'on dort bien à Eguisheim. Mais ça les inquiète quand c'est trop silencieux. Comme je dis toujours, quand il ne se passe rien, c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, je suis là pour rompre le silence, pour leur assurer que j'ouvre l'œil, qu'il ne va rien se passer pendant la nuit. Hein. Mais là, on est tous ensemble, tout va bien, on rigole bien, là. Hein, hein. Mais tout à l'heure, là, vers 1h du matin, vous serez tous en train de ronfler dans le creux de vos lits, pendant que moi, je travaillerai tout seul ici. Hein? Et je peux vous dire qu'il y a des soirs où on n'emmène pas large. Là, ça va. Mais il y a certains soirs, comme ça, de février, où le veilleur marche dans une rue, la brume se lève, et soudain, le veilleur entend un bruit étrange. Vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Demi-tour, non, quand même. Nous allons imaginer qu'il est 10 heures, hein, et nous sommes tous des veilleurs. Alors vous, les hommes, là, les gars, là, vous êtes tous des pères veilleurs. Là. Et puis alors les filles, bien sûr, vous êtes toutes des merveilleuses. Bon. Oh yes, ce que je vais dire, c'est 10 heures qui sonnent. À vous. Oh yes, ce que je vais dire, c'est 10 heures qui sonnent. C'est bien. Oh yes, ce que je vais dire, c'est 10 heures qui sonnent. Voilà. Ça, et vous, on ne vous entend pas là? C'est 10 heures. Magnifique. Là, le curé, là, il est au bout de la rue. Là. Vous voyez, au premier étage, les maisons, elles s'avancent toutes. Hein? C'est ce qu'on appelle un décochement. Alors, ce n'est pas du tout pour s'abriter de la pluie, parce qu'il ne pleut jamais en Alsace. Non. Alors, c'est pourquoi? Oui, oui. Exactement. En revanche, les épigraphes, là, oui, il y a un lien mécanique entre l'épigraphe et le métier pratiqué dans la maison. C'est ce que nous allons voir dans quelques dizaines, centaines de mètres. On va parcourir le rempart sud, et puis ça va redescendre, et là, je vais vous montrer de belles épigraphes, pardon, c'est féminin. Vous
nous allons parler des épigraphes, puisque tout le monde m'interroge tous les jours sur la signification de ces inscriptions, généralement sur les linteaux des portes. Une épigraphe, ça commence toujours par une date. Ici, vous la voyez, 1599. Nous sommes en pleine Renaissance, ici, en Alsace. Alors vous me direz, attendez, la Renaissance, elle a commencé beaucoup plus tôt, quasiment 2 siècles avant, en Italie. Oui, d'accord, mais il a fallu le temps qu'elle arrive en Alsace, hein, il a fallu le temps qu'elle traverse la Suisse pour venir jusqu'ici. La Renaissance. Et là, eh bien, vous reconnaissez ces décorations typiques Renaissance. Il n'y a qu'une porte comme ça à Egisheim. Les autres sont un peu plus tardives. Celle-là, elle est très très ancienne et elle a cette décoration typiquement Renaissance. Alors une épigraphe, ça commence par une date, ça continue par d'autres choses. Je vais vous montrer en face, l'épigraphe qui se trouve en face. Attention. Alors là, vous voyez la date. Je n'ai pas besoin d'éclairer, vous la voyez très bien. C'est quoi comme date? Bien, 1671. Si vous regardez bien, vous verrez 2 lettres entrecroisées, un A et un D minuscule, comme Anno Domini. Anno Domini, c'est-à-dire l'an de notre Seigneur. Hein. Donc 1671, de l'an de notre Seigneur, 1671, après JC. Je vous disais que sur les épigraphes, nous avons eu des dates et nous avons aussi donc des dessins et des initiales. Quelquefois, alors là, les dessins, bon, on verra ça plus tard. Là, il y avait un dessin en face, on le reverra à la fin du rempart. Ici, 3 clous entrecroisés, donc c'est un symbole christique, évidemment, mais c'est aussi un métier, peut-être, qui utilisait beaucoup de clous, comme, ne me dites pas cloutier, s'il vous plaît. Bon. Et puis, il y a des initiales qui ont un sens religieux, un sens magique, un sens magico-religieux. Voilà. Alors ici, nous avons regardé HS. Alors, au départ, c'était 3 lettres, IHS. Ça venait du grec, ça a été latinisé au Moyen-Âge, et cette formule magique protège la maison. IHS, ce sont les initiales de quelle formule? Est-ce que vous la connaissez en latin? I comme Jésus. Oui, parce qu'en latin, il n'y a pas de J. Donc on ne dit pas Jésus, on dit Jesus, exactement. H, eh bien, vous et moi. Bien. Quelqu'un me l'a dit avec la bonne déclinaison. Hominum. Et non pas homo, hominorum ou tout ce que j'ai pu entendre. Hominum, parce que Jésus, il a fait quelque chose pour les hommes, c'est le S. Donc, IHS, Jesus, hominum salvator. Hein, Jésus, sauveur des hommes. Et si vous, tout à l'heure, en passant, vous verrez après l'escalier, vous aurez IHL. IHL, rien à voir avec un pseudo-écrivain, philosophe, je ne sais quoi. Là. Bon. Non, IHL, c'est I comme Jesus, H comme vous et moi, hominum, attention. Et L, libérator, oui, parce que Jésus, il les a sauvés, les hommes, et il les a libérés, délivrés. Nanana, bravo. Bien, la plus belle épigraphe d'Egisheim, juste là, quelques mètres en dessous. On y va. Voilà. Et laissez passer la presse, la télévision mondiale, attention qui nous suit. Nous sommes retransmis en Eurovision. Bonsoir. Alors, je m'arrête ici parce que déjà, il y a un peu de place. Et puis, pour vous demander de regarder cette maison qui est derrière moi. Observez-la attentivement et vous constaterez, tout comme moi, que cette maison ne présente aucun intérêt. C'est celle-ci qui est intéressante, cette maison tout en bois. Quand on a une maison aussi belle, on n'a peur que d'une chose, à part la visite de l'inspecteur des impôts, bien sûr. On a peur qu'elle brûle, exactement. Voilà pourquoi on fait réaliser les épigraphes. IHS, IHL, ce sont des formules magiques, magico-religieuses, qui sont là pour protéger la maison, car il n'y a pas d'assurance habitation. Alors, nous allons faire 10 mètres, 10 pas, et je vais vous parler de cette porte haute qui clôt le rempart sud. C'est juste là. On parlait des épigraphes. Regardez là, au coin de la maison, tout en haut, encore une épigraphe, avec une date, avec des initiales, et cette fois avec un dessin étrange. C'est un objet qui nous renseigne sur le métier qui était pratiqué dans cette maison. Un hachoir, car nous sommes ici dans le quartier des bouchers. Nous voici arrivés au bout du rempart sud. Ici, c'est la porte haute, Obertor, comme on dit en alsacien. Tout en bas du village, la porte basse, Untertor, bien sûr. Alors, je vous ai parlé du double rempart, vous vous souvenez. Eh bien, ici, pendant des siècles et des siècles, pour franchir le premier fossé, il fallait un pont-levis, comme dans un château fort. Et puis ensuite, ici, se dressait une haute tour, la tour de garde.
avec à l'intérieur un corps de garde, avec en son sein eh bien, 2 gardes montant la garde. Et au rez-de-chaussée, une grille en bois puis en métal, une herse, qui bloque l'accès de la ville. Et nous allons passer sous le fantôme de la porte haute. Allez, suivez-moi. Alors, si vous regardez sur votre gauche, vous verrez là un ancien relais de poste, et ici, l'ancienne léproserie d'Egisheim. Fait exceptionnel. Ici, à Egisheim, les lépreux eh bien, habitaient à l'intérieur de la cité, et non pas à l'extérieur, comme dans la plupart des villages du Moyen-Âge. On les laissait même sortir 2 fois par semaine pour demander l'aumône, comme quoi on était bien généreux quand même. Hein. Pas mal, pas mal. Venez, venez, approchez, venez. Je ne vais pas rester, vous savez bien maintenant, vous connaissez le principe. Nous finissons cette promenade comme nous l'avons commencé, sous le regard bienveillant de Léon, Léonix, hein, Léon. Voilà. Alors, la grande histoire, elle se trouve plutôt au niveau du clocher. Si vous allez là, sous le clocher, vous verrez une statue du XVe siècle, du XIVe siècle, pardon, qui représente une vierge ouvrante. Elle est en bois polychrome. Et comme son nom l'indique, c'est une vierge à l'enfant, et elle est ouvrante. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir cette statue, on découvre d'autres choses à l'intérieur. Toutes les vierges ouvrantes d'Alsace ont été brûlées au XVe siècle. Toutes sauf 2. L'une se trouve au musée de la ville à Kaisersberg, et l'autre, juste là, derrière ces lourdes portes. Souvenez-vous toutefois, le 24 au soir, que Noël, ça n'est pas passer toute sa journée dans les magasins à dépenser 3 fois son salaire. C'est pas ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est essayer de se réunir et puis de partager. C'est le partage avec les gens qu'on aime et même les gens qu'on n'aime pas. Bon, c'est plus difficile, mais on peut essayer. Et puis avec les gens qu'on ne connaît pas aussi. Hein, garder un peu à manger pour ceux qui en auront peut-être besoin. Voilà, c'est ça l'esprit de Noël. Essayons de nous souvenir de ça plutôt, là. Alors, je dois maintenant aller un petit peu m'hydrater et je vais bien vous rendre vos oreilles, vous remercier pour votre attention, vos sourires. Et puis si vous voulez revoir le veilleur d'Egisheim ou le veilleur de Turkheim, eh bien il y a monsieur là avec son appareil étrange, il a tout capté. Monsieur, ben, j'ai oublié, monsieur Turquin, Lurquin, Michel, qui nous vient de Belgique. Vous allez vous tapoter sur vos écrans là, et puis vous essaierez peut-être, et vous retrouverez les belles images que monsieur a faites ici en Alsace. En attendant, je vous remercie tous et je vous souhaite un bon Noël. À bientôt.